va poursuivre l'analyse de la gestion de ces blocus ferroviaires et les impacts sur le gouvernement, cette fois avec notre panel de journalistes, Joël Denis, Manon et Daniel. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. D'abord, sur la gestion par le gouvernement Trudeau de cette crise, Manon, je vais commencer avec vous. Est-ce que le premier ministre s'y est bien pris pour gérer la crise? Au départ, il n'a pas adopté le bon ton, celui de la fermeté assortie à son ouverture d'un dialogue. Il aurait dû être plus ferme ou dans la dénonciation de l'illégalité de la chose. Par contre, son choix d'essayer de trouver une solution pacifique à travers un dialogue, à mon avis, est à peu près la seule solution. Sinon, la solution de rechange, c'est on rentre dans le tas. Hein? Et peut-être la violence. Exactement. Et le problème qu'il a, c'est que dialogue veut donc dire, si on veut que ça fonctionne, que c'est discret, que ce n'est pas visible et surtout, il n'y a pas de garantie de résultat à court terme, nécessairement. Et les gens, actuellement, en ont assez et il est confronté à cette impatience, à cette frustration des gens qui ne sont pas capables de mesurer l'évolution des discussions parce que on négocie pas en public. Ouais. Mais je pense qu'on n'a pas le choix que de procéder par dialogue, effectivement. La plupart des gens qui lui demandent est-ce qu'on veut de l'action, on veut un geste, lequel? Ouais. Lequel vous voulez exactement? C'est pas très clair. C'est Et là, moins on a vu évident. un progrès avec la GRC qui envisage de se retirer de la portion litigieuse du territoire. Daniel, est-ce que le premier ministre aurait pu faire quelque chose différemment? Bien, je pense que c'est Manon la bonne analyse de mettre l'accent sur le ton du premier ministre. La plupart des chroniqueurs vont dire que le premier ministre, le gouvernement, il n'y a pas de solution facile et que de chercher une solution pacifique est la bonne solution. Sauf que M. Trudeau, en même temps, se fait varloper beaucoup, un peu partout, dans le commentariat parce qu'il n'a pas adopté le bon ton. Donc, c'est un enjeu de... M. Trudeau a été applaudi après l'écrasement, l'attaque contre l'avion de l'Ukraine en Iran. Pour avoir trouvé le bon ton, cette fois-ci, je pense qu'il ne l'a pas trouvé, certainement pas au début. C'est sûr qu'il a voulu polariser. On dirait qu'il a tenté en même temps de polariser le débat, de mettre l'accent sur les conservateurs qui, eux, cherchent des mesures beaucoup plus coercitives. Et donc, à ce niveau-là, il a réussi à prendre cet espace-là, à chercher la bonne solution, mais c'était une semaine très difficile pour lui, je pense. Joël Denis, on a reproché au gouvernement, M. Trudeau, de ne pas avoir de plan. Est-ce que vous aviez le sentiment qu'il savait où est-ce qu'il s'en allait ou s'il improvisait? Le plan n'était pas clair parce que, justement, on n'en a pas fait état publiquement. Le plan, par contre, c'était de miser sur le dialogue et non la confrontation, comme l'ont expliqué mes collègues. Mais il aurait peut-être fallu poser un geste de plus, je pense, parce qu'on cherche à dialoguer avec des gens qui, pour le moment, ne voulaient pas entreprendre un dialogue parce que la GRC était sur leur territoire. Donc, il aurait peut-être, en nommant peut-être un médiateur, un émissaire qui aurait pu se rendre là pour dialoguer directement avec eux, peut-être comme Paul Martin. Ça a été évoqué dans les rangs libéraux. Pourquoi ne pas nommer Paul Martin, l'ancien premier ministre, qui, lui, a une fondation qui s'occupe des dossiers autochtones et donc qui a, comment dirais-je, une réputation enviable chez les Autochtones. Donc, cette mesure-là avait été évoquée par certains, mais pas adoptée par le premier ministre. Peut-être que ça va venir dans le cours des choses. Il y a Jody Wilson-Raybould qui s'est aussi proposée comme médiatrice. C'est peut-être aussi une carte que M. Trudeau devrait explorer, mais il aurait dû expliquer davantage, à mon sens, pourquoi il fallait miser sur le dialogue en évoquant les incidents d'Oka, par exemple, d'Ippowash qui ont tourné à la violence parce qu'on a fait appel à l'armée et à la police pour régler ce dossier. Il y avait un autre argument aussi en faveur d'expliquer pourquoi qu'il faut un dialogue, c'est que la communauté wet'suwet'en elle-même est divisée. Donc, il faut lui donner... Là, on le dit enfin, qu'il faut lui donner un espace pour qu'elle puisse discuter, pour trouver un consensus au sein de cette communauté-là. Parce que là, on est pris avec deux groupes. À qui on écoute? Les chefs de bande, les chefs héréditaires. Donc, je pense que ça n'a pas été bien expliqué au départ. L'objectif poursuivi aussi par ce dialogue-là. Bon, vous parlez justement des chefs héréditaires, chefs de conseil de bande. Sur la performance des ministres, Daniel, d'abord, Caroline Bennett, qui est la ministre des Affaires autochtones, elle a dit qu'elle attendait d'avoir une invitation des chefs héréditaires pour aller discuter. Est-ce que c'est la bonne stratégie à prendre? Je pense que ça démontre un peu les difficultés de cette politique-là de réconciliation, de discussion de nations à nations, d'attendre des interlocuteurs. Et je pense que le gouvernement cherche encore à mettre en place son plan d'action pour tenter d'en arriver à la réconciliation, peut-être mieux expliquer ce qui a été fait, parce que des fois, les gens disent « Ah, M. Trudeau a promis la réconciliation, c'est pas encore arrivé, donc c'est un échec. Et je pense que des fois, le gouvernement réussit mal à expliquer ce qu'il essaie de faire, et je pense que les problèmes de Mme Bennett, M. Miller, où l'ont pas réussi, ça fait quand même une semaine presque, qu'ils n'ont pas réussi vraiment
à régler cette situation-là rapidement, avoir des interlocuteurs clairs. Ça démontre un peu les difficultés du gouvernement à mettre en place ces politiques. Joël Denis, Daniel parle du ministre Miller. Lui, ministre des Services autochtones. Oui. C'est son baptême du feu, vraiment. Il vient d'être nommé. Quel baptême, quel oui. baptême. Quel Comment il baptême. s'en est sorti, selon vous? M. Miller n'a pas beaucoup d'expérience. Il a quand même, comment dirais-je, des atomes crochus avec la communauté Mohawk parce qu'il parle cette langue. Oui. Il l'a apprise avec beaucoup d'efforts. Donc, il y avait, croyait-on, un lien peut-être pour pouvoir faire dénouer la crise. Mais il faut dire, par contre, comme l'a illustré Daniel, les deux principaux ministres qui sont responsables du dossier ne sont pas les meilleurs communicateurs du gouvernement. Donc, le message est parfois confus, diffus, et ça aurait peut-être été, si on pouvait multiplier François-Philippe Champagne, le ministre des Affaires étrangères, par exemple, il aurait été un bon communicateur pour ce genre de dossier-là sensible, comme il le fait, par exemple, dans le cas de l'écrasement de l'avion de Sierra. Et le coronavirus également. Oui, c'est ça. Et en fait, ça m'amène à vous parler de Chrystia Freeland, qui est une bonne communicatrice, qui est bilingue et tout, et qui a vraiment... qui jouit d'une bonne réputation. Elle est vice-première ministre du Canada. Elle est également ministre des Affaires intergouvernementales. Est-ce que Manon, elle aurait dû être plus présente dans ce dossier-là? Elle aurait pu l'être. Est-ce qu'elle aurait dû? Je ne le sais pas. Actuellement, c'est vraiment des gens qui comprennent les dossiers autochtones qui doivent être là. Madame Bennett, elle a envoyé une lettre depuis longtemps. En fait, elle attend qu'on accepte son invitation à dialoguer plus que l'inverse. Et M. Miller, il faut se rendre compte que ça a été presque 10 heures avec les gens près de Belleville, les Mohawks de Belleville. Et on a vu que ça a eu un effet, à mon avis, parce qu'on a vu les 3 chefs Mohawks, un chef traditionnel, M. Bellegarde, venir à Ottawa pour discuter justement de la nécessité d'en arriver à une solution pacifique, qu'il fallait s'écouter, qu'il fallait un dialogue et de proposer certaines avenues. Je pense, bon, on ne les suit pas nécessairement aux barricades, mais le message était quand même clair et je pense qu'il y a là l'effet de ce dialogue amorcé par M. Miller. Donc, je ne pense pas que ça a été totalement inutile, mais Mme Freeland, je pense qu'elle devrait être, en tout cas, présente dans ces discussions avec les premiers ministres que M. Trudeau doit avoir pour s'assurer, justement, que tout le monde est sur la même longueur d'onde et qu'on arrive et qu'elle puisse, après ça, qu'on poursuive le travail avec les gouvernements les plus concernés, en tout cas. Sur le haut de l'opposition, Andrew Scheer, d'abord, chef de l'opposition officielle, a été beaucoup encore en mode attaque contre M. Trudeau au moment où il a fait sa déclaration commune. Il a parlé de la salade de mots de M. Trudeau. Est-ce que la réaction de M. Scheer, Daniel, était appropriée dans les circonstances? Bien, on sent on sent que la situation s'empire. Je ne pense pas que le théâtre de la Chambre des communes aide à résoudre la crise. Ça démontre la polarisation de l'opposition. Il y a un commentaire intéressant de John Iveson cette semaine qui dit que les conservateurs, leur financement va très bien de ce temps-ci. On dirait que les gens donnent de l'argent au Parti conservateur. Donc, peut-être que ce n'est pas tout à fait les bonnes motivations. On ne semble pas chercher à trouver une solution. On cherche à exploiter la crise, des fois, à des fins politiques. C'est l'impression globale qui se dégage de la performance cette semaine. Moi, je voulais aborder Yves-François Blanchette, le chef du Bloc québécois. Je pense que, étonnamment et paradoxalement, c'est lui qui s'est le mieux tiré d'affaire cette semaine. C'est lui qui a proposé des solutions concrètes au gouvernement. C'est lui qui semblait avoir le ton le plus modéré. Il avait l'étoffe d'un chef d'État. Et ça, c'est assez intéressant. Je me pose la question suivante. Est-ce qu'il a été inspiré par la paix des braves qui a été signée par le gouvernement du Québec et les Premières Nations au Québec? Peut-être. Il voit là peut-être une voie de sortie de crise, mais il a proposé des choses intéressantes qui pourraient être reprises par le gouvernement Trudeau. Par exemple, le remplacement de la GRC par un corps policier autochtone sur le territoire de la communauté Wet'suwet'en. Voilà. Pardon, excusez-moi. Et donc, il amène quelque chose de concret à la table. Et contrairement aux autres chefs, je dirais, c'est lui qui s'est le mieux démarqué cette semaine. Ce qui, moi, m'a frappé aux communes, je suis d'accord avec Daniel sur le fait de se questionner sur l'impact des travaux parlementaires, la confrontation, alors qu'il y a une crise et que tout le monde devrait travailler ensemble pour le bien commun. Et on a senti, M. Singh aussi, M. Singh, Mme May, M. Blanchette, ont compris la nécessité d'un dialogue, de ne pas avoir recours à la force. C'était évident chez eux. Et, bon, M. Blanchet, évidemment, était vraiment au-dessus de la mêlée. Et ça, on n'a pas le choix. Je pense que M. Trudeau a fait erreur lorsqu'il a rencontré les chefs des partis d'opposition, d'écarter M. Scheer. S'il croyait que M. Scheer ne pouvait pas participer à la conversation sans polariser le débat, il aurait pu au moins avoir un tête-à-tête avec lui pour essayer de lui faire comprendre où il allait.
parce que dans une crise comme celle-là, je pense qu'il faut qu'à la Chambre des communes, les gens se mettent justement au-dessus de la mêlée et ne cherchent pas à marquer des points partisans. C'est complètement odieux. Il y a des gens qui en subissent les contre-coups. Rappelez-vous que c'est un gouvernement minoritaire et c'est souvent la dynamique d'un gouvernement minoritaire, on sent plus de confrontation parce qu'on sent que peut-être une élection est... Oui, ça manque, le manque de sérieux un peu des conservateurs a été démontré quand ils ont mis au feuilleton une motion qu'ils n'ont finalement pas amenée pour débat, une motion de non-confiance dans le gouvernement. À ce point-ci, on serait plus avancé, pas un gouvernement qui tombe. C'est un petit peu infantile, à mon avis. Daniel, sur le rôle des provinces maintenant, parce qu'il y avait deux visions qui s'affrontaient, les partisans de l'intervention, comme M. Legault, par exemple, du Québec, qui a demandé un ultimatum à M. Trudeau, et les partisans de laisser aller les discussions, comme M. Doug Ford en Ontario. Qu'est-ce qu'on vous pensez du comportement des provinces dans cette crise-là? Moi, bien, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. On dirait qu'en sachant que M. Trudeau ne demanderait pas une intervention policière, ça permet aux gens qui savent que c'est un peu populaire quand même de demander une intervention populaire, de le demander sans aucune conséquence. Et on dirait que les provinces et certains premiers ministres, en demandant une intervention populaire, font plaisir à leur base, à leur électorat, en sachant que ça n'arrivera pas aussi. C'est peut-être commode. On verra comment tout ça se dénoue. Si ça reste spécifique, on ne saura pas quelles auraient été les conséquences d'une intervention policière, mais si la police entre, ce que beaucoup de gens craignent, c'est du grabuge, ou si ça pourrait nourrir d'autres protestations. On voit que quelques personnes peuvent bloquer des infrastructures cruciales au Canada très rapidement. Assez facilement. La crise actuelle a été provoquée par le gazoduc en Colombie-Britannique. Mais ce qui remonte à la surface, ce sont des décennies de frustration de la part des Premières Nations. Et c'est un peu aussi les revendications comme celles des Mohawks mettent de l'avant. Ils veulent qu'on règle une fois pour toutes ou qu'on commence à régler les frustrations qui sont liées aux traités qui ne sont pas respectés, à l'eau potable qui n'est pas disponible dans plusieurs réserves, au logement qui est inadéquat dans les réserves également. Donc, il y a beaucoup de frustrations et si on envoie la police frapper dans le tas, on risque de mettre de côté ça et ça va juste s'envenimer. Donc, il y a vraiment un problème de fond. Le Canada, je pense, avec cette crise, est confronté à son passé colonialisme des 150 dernières années et ça paraît, les frustrations sont énormes du côté des Premières Nations.